ça fait encore partie de notre quotidien. C'est incroyable. D'avoir l'impression de ne pas être au bon endroit, de ne pas être à la bonne place. Mais non, effectivement, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'installer si on est docteur en pharmacie. Et si on veut s'installer, oui, on peut. On peut s'installer. C'est tout. Bonjour tout le monde, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Dr Alix Siné, docteur en pharmacie, qui a accepté notre invitation, donc merci docteur. Merci de m'avoir invité, c'est un honneur. Super. Et donc pendant cette vingtaine de minutes, nous allons parler de son parcours, de sa jeunesse, de ce qui fait qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Donc nous avons hâte de commencer ce voyage avec vous. Donc accrochez-vous et allons-y. Nous allons donc commencer par le début, le commencement. Oui. Qui êtes-vous, docteur? Qui êtes-vous? Qui est Alix? Qui se cache derrière cette personne? Oui, alors le plus simple, c'est de dire, voilà, je suis une femme d'origine africaine qui a eu la chance d'avoir une double culture aujourd'hui, d'avoir été élevée et grandi au Cameroun, mon pays d'origine, et d'avoir, grâce aux études, d'avoir acquis une nouvelle culture. Un nouveau, voilà, donc je suis cette personne-là aujourd'hui, une personne qui a une double culture. D'accord. Et vous avez donc grandi au Cameroun? Oui, en majorité, jusqu'à mes études secondaires, jusqu'à mon bac. Voilà. D'accord. Et comment est-ce que vous étiez alors comme jeune petite fille, comme élève? Est-ce que vous pouvez nous en dire 2-3 mots? Alors, j'étais ce qu'on appelle souvent des élèves brillantes, sans pouvoir, voilà, donc parce que j'avais quelques facilités sûrement et puis aussi le goût d'apprendre. Ayant grandi dans une famille où l'école passait vraiment en priorité, c'était une priorité pour mes parents. Mes aînés ont fait des études très brillantes. Pour nous, c'était finalement c'était des modèles. Ce qui nous a, voilà. Et puis, voilà, ça me plaisait l'école, donc je le faisais et je le faisais bien. Donc j'avais des bonnes notes en tout cas. Ouais. Et puis, ce qui me valait d'être appréciée par mes enseignants et puis par ma famille également. Ta famille. Oui. Donc finalement, la famille a toujours été très présente. La famille a été un modèle. Je suppose vos frères, comme vous disiez, vos aînés, qui ont toujours tracé le chemin. Ouais. Enfin, c'est vraiment très important d'avoir des modèles, d'avoir, c'est pas un miroir, mais ça permet de se mettre des challenges et puis de pouvoir avancer. C'est très important. Donc, les parents ont fait ce qu'il fallait pour qu'ils avancent. Et derrière, on a suivi le chemin qui était tracé. Ok. Donc, votre jeunesse, vous la passez où exactement au Cameroun, vous avez dit? Alors, nous avons grandi à l'est du Cameroun, c'était à Messamena. Ah, à Messamena. Voilà. C'était un petit village, mais contrairement à ce qu'on peut croire, c'était un petit village qui était agréable dans nos souvenirs aujourd'hui. On ne manquait de rien. Déjà, à l'époque, il y a de longues années, on pouvait avoir un frigo dans une brousse au Cameroun. Donc ça, il faut... Non, mais il faudrait que les gens le sachent, parce qu'à l'époque, c'était quelque chose d'exceptionnel. Il n'y avait certes pas d'électricité, mais le frigo, il fonctionnait au pétrole, mais il y avait des frigos. Ça marchait très bien aussi. C'est très important de le dire. Ça permet de déconstruire un peu tous ces clichés, toutes ces choses qui passent sur ces choses qu'on relève finalement nous-mêmes, parfois par ignorance. Donc c'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Ok, très bien. Donc une famille très présente, des frères très très bosseurs, un papa, je suppose. Alors oui, papa, c'était l'excellence pour ses enfants. Il voulait ce qu'il y avait de mieux. Il donnait lui-même déjà le meilleur de lui-même, la maman aussi, et les enfants. Et puis il y avait donc l'école. C'est grâce à l'école qu'on pourra faire quelque chose dans notre vie. Ça, c'était le credo. Et puis aussi, à côté, il y avait
croire en Dieu, l'Église, et puis il faut vivre d'une façon simple et humble. Et voilà, c'était les deux maîtres mots. L'école et l'Église. L'école et l'Église, on va dire ça. D'accord. Très bien, donc vous étiez une élève brillante, donc c'est ce que je veux garder. Hein. Donc, oui. Et à quel moment dans votre jeunesse, dans votre enfance, il y a ce déclic finalement de dire j'ai envie de devenir docteur en pharmacie? Ah oui, ça remonte à très loin. Oui, ça remonte à très loin parce que je me rappelle au lycée, après mes séminaires, j'ai fait mes études secondaires dans une ville un peu plus importante, de Nangaï Boko. D'accord. Et du plus loin que je me souvienne, il y avait une pharmacienne à Nangaï Boko. Je pense que c'est de là que vient le déclic. Voilà, je pense que c'est de là. C'était un cadre très propre, très épuré. Et je trouvais qu'elle était très jolie, la pharmacienne. Voilà, je me suis dit, waouh! Voilà, un beau boulot, on est bien sur soi, on a un environnement propre, bien rangé. Ouais. Et oui, ça m'a beaucoup plu et ça m'a marqué. Parce que c'était à l'époque, vous aviez quel âge? 10 Non, 12, pas au lycée quand même, je devais avoir 14-15 ans. Mais c'était une très belle... Dans une ville aussi, une petite ville du Cameroun, on imagine un cadre tout blanc, la blouse, les médicaments bien rangés, le local super propre. Je dis, mais voilà, c'est ce que je vais faire. C'est parfait. Nickel. Et d'accord, donc ça devient une idée fixe, du coup, la pharmacie. Comment est-ce que vous concrétisez finalement votre projet de devenir pharmacienne? Alors, il faut dire qu'à cet âge-là, on ne le concrétise pas vraiment, on a des rêves. On a des rêves et puis encore, je vous parlerai des frères, des cousins. J'ai Ignace, par exemple, un de mes cousins très proches, qui me promet en partant en France, mais si tu continues à bien travailler, je te ferai venir en France. Waouh! Bon, on l'entend sans... Je veux un tonton comme ça, s'il vous plaît, si vous m'entendez un peu de partout dans le monde. Voilà, on s'est dit, s'il n'y a que ça à travailler, déjà j'aime travailler. On l'entend, je l'ai entendu sans trop l'entendre. C'est après que je me suis dit, c'était une belle parole quand même, ça motive. Et puis, encore ça, le rôle des aînés, c'est d'amener les enfants, les jeunes, de tirer les plus jeunes en leur montrant qu'il y a des possibilités. Voilà, le pire dans la vie, c'est de ne pas avoir de rêve, de ne pas avoir de perspective. Voilà. Et donc, là, il vous fournissait ça, quoi. Ce tonton vous fournissait ça. Donc, entre lui et tous les autres, il me fournissait justement ce rêve, cette perspective. D'accord. Le projet s'est donc pas mûri, je ne vais pas dire mûri, parce que jusqu'en terminale, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire. Tout à fait. Ensuite, arrivé à l'université, le problème, la question s'est posée de monter un dossier pour demander un visa d'études. Parce qu'à l'époque, le tonton qui vous le proposait, il vivait en France, en tout temps, il est parti en France, oui, d'accord, effectivement. Okay. Et donc, le projet de monter un dossier d'études pour aller en France, parce que j'avais déjà ma sœur également, mon beau-frère, mon cousin, il y avait déjà du monde en France. On me dit de faire un dossier. Et entre autres, on me demande de faire un dossier pour faire des études de médecine. Ah, c'est pas la pharmacie. C'est pas la pharmacie. C'est ce que vous vouliez. Parce que ça pourrait être plus pertinent pour la demande de visa. Je dis non, je sais pas. Non, je veux faire pharmacie. Il y a pas. Ça serait la pharmacie ou rien du tout, moi. Voilà. Et heureusement, j'ai eu ce visa et j'ai pu faire pharma. Waouh. Ok. Donc une fois de plus, ce que je retiens vraiment, c'est déjà votre ténacité, parce que cette idée de pharmacienne, c'est quelque chose qui est né à Nangaï Boko à l'époque et qui vous a tenu jusqu'à maintenant. Oui. Et puis votre famille qui est toujours très présente, moteur. Oui, très présente. Et c'est puis, super, quoi. J'ai été gâtée sur ce côté-là, il faut le dire. C'est que à tous les niveaux, je parle de ce cousin, je parle de mon frère aussi, Henri, qui m'a tenu la main, qui me dit fais ton dossier, qui m'accompagne, qui m'oriente, qui tous les soirs me demande où tu en es de ton dossier. Voilà. Wow. Qui t'accompagne, quoi, finalement. Voilà, qui m'accompagne au quotidien. Voilà, je pense que là-dessus, j'ai été. Et l'arrivée en France aussi, super. J'arrive, il y a. Parlons-en d'ailleurs. L'arrivée en France. Vous arrivez.
Vous arrivez en quelle année En 1994. En 1994. Ok, très bien. Belle année, année bénite, hein, j'ai envie de dire. Et Oui. donc vous arrivez à Marseille. J'arrive à Marseille, oui. Donc nouveau pays. Oui. Vous arrivez en hiver ou en été? En septembre, il faut dire qu'il fait déjà très froid. Il fait déjà pas mal froid. C'est pas le même climat. C'est pas du tout le même climat. Il fait très... Alors, il y a le plaisir de voyager, le plaisir de retrouver sa famille, parce que je retrouve quand même ma soeur, mon beau-frère, ma nièce, mon cousin. Voilà, c'est une grande joie. Ouais. Je viens faire pharmacie. Waouh. Enfin. Mais il fait froid, il faut s'adapter, il faut... Voilà, il faut... Faut faire ce pourquoi on est venu. Il faut faire ce pourquoi on est venu. Mm-hmm. Et malheureusement, ça aussi, là-dessus, j'ai pas eu beaucoup de chance, mais en arrivant, j'ai perdu toutes mes affaires dans un train. Okay. Entre Paris et Marseille. C'était, on peut dire, voilà, on se dit, oh waouh, ça commence. Ça commence bien. Ça commence bien. On arrive, on a perdu toutes ses affaires parce que, voilà, il y a tout qui a disparu dans le train, qui a été volé. Ben, très bien. On se dit, ben, puisque c'est comme ça, on va recommencer. Et puis c'est tout. Donc toutes les provisions, juste pour mettre dans le contexte tout le monde, c'est-à-dire que vous étiez certainement venu avec une provision, tout ce qui vient du Cameroun, tous vos souvenirs du Cameroun que vous aviez décidé de ramener avec vous. Voilà. On se dit, voilà, est-ce que c'est un signe? Est-ce qu'il faut balayer tout ce qu'on a connu avant et repartir de zéro? Mais heureusement, l'être humain, il n'y a rien qui se balaye. On voyage avec son bagage, on l'a en nous. On a tous nos souvenirs, on a tout en nous. Très important, très important. Notre bagage, on l'a en nous, effectivement. Et comment se passe alors cette vie en France, là, finalement? Vous arrivez plutôt grande dans... Oui, j'avais bien 20 ans, donc j'étais une adulte. Ouais. Et puis, il fallait s'assumer parce que, bon, on a beau être bosseur dans la famille, on n'est pas des lentilles, donc il faut bosser. Et bosser pour payer ses frais de scolarité, bosser parce que voilà, on n'a pas de bourse non plus. Donc il faut subvenir à ses besoins. Il faut subvenir à ses besoins, voilà. Donc ma vie d'étudiante, c'était ça, c'était aussi bien travailler à l'école, bosser pour subvenir à ses besoins et avoir une vie de jeune, profiter de la vie d'étudiante. On en parle? Je ne sais pas, comment est-ce qu'elle était votre vie estudiantine? Bon, on va dire plutôt sage, on va pas. Mais alors là aussi, pareil, j'ai eu des amis, des super amis, parce que de par ma différence, dans la fac de pharmacie ou de médecine, dans notre campus, il n'y avait pas beaucoup de Noirs. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des personnes adorables, qui ont compris, des personnes qui ont bien compris tout de suite que je ne pouvais pas être disponible tous les soirs pour faire la fête avec eux, déjà. Moi, j'avais une contrainte supplémentaire, il fallait que je travaille pour subvenir à mes besoins. Donc. Et ça, c'est très important de ne pas perdre de vue ses objectifs. Parce que là, c'est bien beau de faire la fête tous les soirs avec ses amis, mais bon, après on revient dans son quotidien et puis la vie continue. Donc, je faisais mon boulot et quand j'étais disponible, je pouvais sortir avec mes amis. D'accord. C'était des vrais amis. C'était des vrais... C'était des vrais amis, parce que c'est vrai que c'est compliqué de trouver ces amis-là, ces personnes qui seront toujours disponibles. Il faut savoir, faut bien les trouver. Il faut choisir. Et puis aussi, on peut trouver des personnes qui ont un peu les mêmes sensibilités, peu importe nos origines. Dans toutes les nations, partout, on trouve des gens qui nous ressemblent. Voilà. Il faut aller vers des gens qui partagent un peu les mêmes valeurs que nous. Et s'ouvrir aux autres. Et je suppose que c'est toujours vos amis. Mais voilà. Donc des vrais amis, quoi. Et donc pendant votre vie, donc c'est des études de pharmacie. Oui. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous dire un mot un peu déjà sur ces études de pharmacie? Comment est-ce que ça se présente, le nombre d'années qu'il faut faire pour être docteur en pharmacie, etc. Oui, effectivement, c'est une formation qui a changé entre-temps. Mais à l'époque, la première année, c'était une année de concours. Donc on arrivait, on était inscrit, il fallait passer un concours pour être admis à continuer ces études-là. C'était un concours éliminatoire.
D'accord. Donc, si on n'avait pas réussi dans les 2 années, on ne pouvait pas faire pharmacie. Ah, d'accord. Pression. Oui, pression. Et donc, la première année, je n'ai pas eu ce concours. Mon amie Sandrine non plus. Et effectivement, on était assez embêtés parce que moi, je lui ai dit, je ne sais pas ce que je ferais si je n'ai pas ce concours. Je n'ai toujours voulu faire que ça. Que pharmacie. Elle, c'était pareil. Donc, malgré le fait d'avoir raté la première année, on ne s'est pas découragé. On s'y est remis de plus belle. On a travaillé dur pour l'avoir parce que c'était très sélectif. Il y avait il y a un nombre de places. Il fallait être classé en rang utile. Et puis aussi, il y avait un nombre de places pour les étudiants étrangers. Donc, il y avait une double sélection me concernant. Te concernant, d'accord. Donc, il fallait s'accrocher. Il fallait bosser. Il ne fallait pas abandonner, quoi. Malgré l'année d'échec, la première année d'échec, il fallait redoubler d'efforts et puis ce qui a été fait. Ah, voilà. Et puis, très belle leçon de courage, de ténacité, parce que finalement on n'a pas le choix, quoi. Enfin, finalement on est parti, on a dit qu'on voulait devenir pharmacien. On veut le faire, quoi. Donc il faut donner les moyens, il faut travailler. Il n'y a pas, je pense pas qu'il n'y a aucune filière qui soit facile, mais voilà, quand on tient à faire quelque chose, il faut se donner les moyens. Tout à fait. Il faut travailler. Très belle leçon. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu plus de votre métier de pharmacien. Oui. Voilà. Que vous en disiez déjà 2-3 mots. C'est quoi être pharmacien et les différentes subtilités, quoi, du métier? Alors, donc je parlais tout à l'heure de cette formation. Donc, une fois qu'on a passé ce concours et qu'on est en 2e année, on est un pharmacien en herbe en quelque sorte. Parce qu'on est déjà dans les numerus clausus à l'époque. D'accord. On suit sa formation. La formation classique, c'est de 6 ans. Parce qu'il y a des pharmaciens d'officine, c'est mon cas. D'accord. Ceux qui sont dans les petites pharmacies que vous voyez partout dans les rues, ce sont des pharmaciens d'officine. D'accord. Donc c'est un bac plus 6. Et puis avec une base de pharmacien également, on a plusieurs métiers. C'est un métier c'est un métier scientifique déjà à la base. Donc on a des pharmaciens à toutes les étapes de la fabrication du médicament. Donc c'est autant de métiers. Que ce soit en laboratoire, on a des pharmaciens, laboratoire d'analyse médicale, des profs à la fac sont des pharmaciens, on a des pharmaciens à l'hôpital, dans l'industrie, dans toutes les étapes, que ce soit la fabrication, la législation ou la qualité, le service qualité, on a des pharmaciens. Donc voilà, c'est une formation qui est très vaste, qui ouvre plusieurs métiers. D'accord. On peut faire bac plus 6 ou alors bac plus 10 pour ceux qui font de la recherche plus tard et qui passent, voilà. D'accord, ok. Ah, c'est... Waouh, d'accord, ok. Ça, oui. Et donc, vous êtes pharmacienne d'officine. C'est ça, oui. Très bien. Et voilà, donc vous travaillez dans une pharmacie, vous avez votre pharmacie, enfin... Alors oui, on a la possibilité avec le diplôme de docteur en pharmacie, soit de travailler comme salarié, des pharmaciens adjoints, ou alors d'entreprendre, d'être chef d'entreprise et d'avoir sa pharmacie. Moi, j'ai fait les 2 étapes, j'ai commencé salarié et aujourd'hui, j'ai une entreprise que je gère. D'accord, donc vous avez votre propre pharmacie. C'est ça, oui. Vous êtes chef d'entreprise. Chef d'entreprise maintenant aussi. Voilà. Ça calme, ça calme. Oui, alors c'est encore, voilà, on nous apprend certes le médicament à l'école, mais là il faut travailler comme un chef d'entreprise avec toutes les contraintes qui vont avec. Qui vont avec, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, parce que c'est pas courant finalement d'être une femme noire, enfin, avec votre parcours et d'avoir sa pharmacie. Oui. Pas n'importe où. Alors, mais c'est faisable. C'est faisable. Avec beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail, c'est faisable, n'en déplaise à certains. Parce que des fois, on a des réactions un peu inattendues. Notamment dans cette pharmacie, quand je me suis installée, un jeune homme qui arrive, qui me demande le patron. Je dis, écoutez, je suis patron depuis tant, je suis là, moi, qu'est-ce qu'il vous fallait? Alors, il voulait juste savoir quel était mon parcours et comment j'avais fait pour atterrir à cette position. Je lui dis, tout simplement, j'ai fait des études, j'ai mon diplôme et j'ai acheté cette entreprise, c'est moi le patron. Alors, il n'était pas très... J'ai pas tout de suite compris qu'il était très perturbé.
2 jours après, quand il me revoit, il me dit, ah ben voilà, j'ai regardé votre parcours sur Internet, j'ai vu où vous avez fait vos études, votre thèse. Il était allé se renseigner. Il était allé se renseigner pour savoir comment j'avais fait pour atterrir là. D'accord. Bah, c'est si peu commun. Voilà. Alors, je lui ai juste demandé s'il avait d'autres informations qu'il n'avait pas trouvées sur le net. Mais voilà, ça fait encore partie de notre quotidien. C'est incroyable. D'avoir l'impression de ne pas être au bon endroit, de ne pas être à la bonne place. Mais non, effectivement, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'installer. Si on est docteur en pharmacie et si on veut s'installer, oui, on peut. On peut s'installer. C'est tout. Voilà. Donc, c'est une belle leçon, ça. Il faut... Ça existe, voilà, ça peut arriver qu'on soit plus ou moins pas mis à sa place, mais voilà, l'idéal, le but ultime quand on a fait des études pareilles, c'est de savoir ce qu'on est, ce qu'on vaut, et puis de prendre sa place tout simplement. L'arracher. L'arracher. Le cas échéant. Le cas échéant, et puis c'est tout. Et finalement, maintenant que vous vivez votre rêve finalement de pharmacien, est-ce que c'est comme vous l'aviez imaginé? Est-ce que c'était la vie rêvée d'Alix à l'époque? Est-ce que ça correspond à la vie réelle d'Alix maintenant? Oui, il y a toujours la blouse, il y a toujours les boîtes bien rangées, mais... Big up à Madame pharmacienne de Nanga et Boko. Mais le métier a beaucoup changé, il y a beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de travail, ce sont des heures interminables, on n'a jamais fini. Quand on fait on a fini son travail, il y a tout l'administratif, il y a la gestion du personnel. Voilà, c'est un travail encore, voilà. Je pense que voilà, il faut continuer à bosser, c'est sans fin, quoi. Il faut continuer. Ça reste un plaisir, mais voilà, la charge de travail est toujours importante. Tout à fait. Oui. Et vous êtes chef d'entreprise aussi, vous avez peut-être des contraintes que oui, sûrement, votre pharmacien n'a pas. Mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Et puis, je pense qu'il y a aussi cette continuité-là. Voilà, il y a le plaisir d'avoir réussi à le faire, parce qu'il faut le dire, malgré les contraintes. Voilà. Si on peut rendre service ou bien aux jeunes élèves qui viennent faire des stages, voilà, on le fait, on leur parle du métier parce que c'est un beau métier. Ça peut plaire ou pas, mais voilà. C'est un métier qui... Et c'est quoi d'ailleurs finalement le quotidien d'un pharmacien finalement? C'est un métier très au contact de l'humain, très dans le service. On est très en contact avec les personnes, hein. Je veux dire, ce sont des clients, des patients. Donc on a la double casquette de professionnel de santé et puis de commerçant. Donc il faut savoir gérer les stocks, savoir gérer sa comptabilité et tout le reste. Et puis à côté de ça, on est professionnel de santé pour tout ce qui est lié aux médicaments, à la personne. Donc il faut être à l'écoute, il faut être empathique, il faut rendre service, tout en faisant tourner son entreprise. Tout à fait. Voilà, c'est une double casquette qui est assez... Mais voilà, c'est très intéressant. Très intéressant, super. Et devant nous, alors, est-ce qu'il y a un cliché que vous aimeriez déconstruire? Est-ce que finalement vous êtes dedans? Oui, alors, c'est souvent on vous dit, voilà, vous n'avez qu'une boîte à me donner, ce sont des boîtes, vous pouvez les vendre. Non, on n'est pas des vendeurs de boîtes. Ah. Non. On n'est pas des vendeurs de boîtes. Non. Voilà, on est des commerçants, certes, mais un commerçant qui peut refuser de vendre une boîte si ça ne va pas dans l'intérêt du patient. Voilà, si on vendait des chaussures, ben oui, c'était très bien. Mais non, si le médicament demandé ne correspond pas à la pathologie, à la personne et au contexte clinique, on ne le vend pas. Donc ça change tout. Donc à toutes les prescriptions, à toutes les délivrances, il y a cette analyse pharmaceutique qui doit se faire. Est-ce que ça correspond à la personne? Donc on n'est pas des vendeurs de boîtes. D'accord, très bien. Et pour le futur, la pharmacie du futur, à votre avis, ça ressemble à quoi? Moi, je pense que ce sera encore plus intéressant. Seul bémol, pour les jeunes, mon avis, c'est de ne pas s'installer tout seul. Il faut s'associer, parce que c'est toujours le challenge aujourd'hui, c'est du travail en équipe. C'est très intéressant. On se met à plusieurs, on peut prendre une pharmacie importante pour avoir un bon potentiel. Mais voilà, ça c'est un préalable.
Mais voilà, on a des nouvelles missions qui vont arriver dans la profession, en plus de vendre de nos médicaments. On a des nouvelles missions qui sont importantes pour les patients, qui vont se mettre en place. Je trouve que c'est un super challenge encore pour les nouvelles générations. Ils vont pouvoir... Il suffit de s'associer, de se mettre à plusieurs, voilà, le travail se fait, et de monter des super entreprises. Des super entreprises, Ben parce que c'est des entreprises finalement, les pharmacies. Ben oui. Au-delà de l'enseigne en forme de croix qui clignote dans la rue, voilà. C'est une vraie entreprise. Et je pense qu'en conjuguant les efforts, les énergies, les compétences et tout, on peut arriver à des super projets. Ok. Oui. Pas pour tous les pharmaciens en herbe, tous ceux qui se posent des questions sur la pharmacie, sur ce que c'est de tenir une pharmacie. Ouais, c'est vraiment très très enrichissant. Et puis quand on est avec des bonnes personnes, ça se passe très bien. Ouais. Voilà. Nickel. Parlons maintenant, d'autres passions. Au-delà de la pharmacie, j'ai bien compris que vous étiez fan de pharmacie, ça, il n'y a pas de souci. Et est-ce que vous faites autre chose finalement de votre temps Est-ce que vous avez autre chose à nous dire sur vos passions? Déjà, je suis une femme mariée, mère d'enfants. Oh là là. Alors là, c'est déjà tout un autre, tout un autre planning. Mais voilà, il y a cette double casquette, donc il faut travailler, il faut être mère et épouse. Ouais. Voilà, conjuguer les pour savoir, je pense que ça se passe pas trop mal. Après, oui, ma passion aussi, j'aimerais bien. Je l'ai fait il y a quelques temps quand j'étais un peu plus libre. Un peu plus libre. Un peu plus... C'est-à-dire sans enfants, pas mariés et sans pharmacie. La lecture, l'écriture même. L'écriture, parce que j'ai eu la chance, en collaboration avec un membre de ma famille, d'écrire un petit recueil de nouvelles. Faire un peu de théâtre. Voilà, ce sont des passions, ce sont des choses qui seraient bienvenues dès que je pourrais. Ce serait très, très intéressant pour moi de m'y remettre. Donc vous avez écrit un recueil de nouvelles. De nouvelles, d'accord. Pas toute seule, mais oui. Mais c'est incroyable. Ah oui, c'était une belle période, ça aussi, ça, parce que on a écrit, on a été édité. On a fait les salons du livre. Wow. Très enrichissant parce que là, on rencontre d'autres personnes encore, rien à voir avec la pharmacie. Et on a rencontré des personnes très intéressantes. Et puis, voilà, ce sont des choses, des bons souvenirs. D'accord, nickel. Et juste pour fermer un peu ce paragraphe, ce chapitre de votre vie, est-ce que vous auriez une leçon, quelque chose que vous aimeriez que nous finissions cette émission là-dessus. Une leçon pour nous, jeune génération. Pour nous. Enfin, je me mets dedans, bien sûr. Hein, mais Alors, dans tout ça, j'ai un regret, c'est qu'on ne nous ait pas autant apporté au niveau de la langue. Parce qu'on a beaucoup de dialectes chez nous, beaucoup de patois en Afrique, au Cameroun. Et que voilà, on n'a pas mis l'accent là-dessus. Pourtant, c'est quelque chose de très important culturellement, de pouvoir parler sa langue maternelle, en plus des autres. Hein. On est libre pour en apprendre 10, 20 si on veut, mais c'est un enrichissement. Et malheureusement, on n'a pas... J'ai pas eu cette chance-là. J'ai des petites... J'ai des bases, mais voilà, je trouve que c'est pas assez fluide. Ça aurait été mieux si c'était beaucoup plus fluide. Voilà. Et puis voilà, donc si on peut, en grandissant, garder sa culture, même si peu importe ce qu'on devient, je veux dire, voilà, on est quelqu'un, on devient quelqu'un d'autre, mais il y a tout qui fait l'enrichissement d'une personne. Tout, ne pas se renier, tout simplement. Bah oui, c'est très riche. En plus, l'Afrique, c'est un continent qui est très riche de langues, très riche de culture, très riche de tout. Quoi. Ce serait dommage de passer... Heureusement, il y a un espoir quand même, parce que les jeunes aujourd'hui, je les trouve beaucoup plus décomplexés. Et ça, c'est un signe d'espoir. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était pas trop le cas. Enfin, quand je dis à l'époque, c'était... Oui, je pense qu'il y a quelques années, déjà, de se balader avec des cheveux crépus, c'était une aberration, c'était juste pas possible. Voilà, on était défrisés, on était toutes les coiffures possibles, mais on n'avait pas nos cheveux crépus sur la tête. Aujourd'hui, on les porte, on va au travail avec, ça devient normal.
Ça, c'est déjà, un bon pas, quoi. C'est déjà un bon pas. Et il y a beaucoup de signes comme ça qui font qu'on se dit, ben oui, c'est bien, on reste soi, on avance et puis on fait des belles choses sans se régner. C'est tout. Nickel. D'ailleurs, parlons d'Afrique. Quelle est votre Afrique? Je ne sais pas, vos souvenirs du Cameroun. Vous avez grandi au Cameroun. Est-ce que vous avez des choses à nous raconter sur votre Afrique? Terre, mer. Oui, l'Afrique de mon enfance, c'était une belle Afrique. Je dis, voilà, il y a des beaux souvenirs. Heureusement, d'ailleurs, ce sont des souvenirs qui me portent encore aujourd'hui. Quand il pleut, par exemple, comme aujourd'hui, j'ai le souvenir des vacances à Bamenda, à Oum, près de Bamenda. D'accord. C'est où exactement? Au nord-ouest, au Cameroun. Au nord-ouest, oui. D'accord. Alors, c'était des paysages montagneux, de la verdure, des champs à perte de vue, la pluie. Voilà. Wow. Ce sont des souvenirs, voilà, qui restent gravés dans votre mémoire. Dans mon cœur. Et finalement, votre Afrique d'ici, finalement, vous vivez dans un pays qui n'est pas le Cameroun, dans lequel vous avez peut-être grandi. Oui. Comment est-ce que vous vivez finalement votre double culture en vivant maintenant en France? Est-ce que c'est des challenges? Est-ce que c'est oui, c'est toujours un challenge, c'est de pouvoir prendre ce qu'il y a de bien dans le pays qui nous accueille, garder ce qu'il y a de bien de notre pays et puis d'en faire quelque chose, ce qui fait notre personne aujourd'hui. Voilà, j'ai eu la chance aussi de rencontrer des personnes de la France qui m'ont accueillie, qui m'ont appris la cuisine, la culture. Voilà. Donc aujourd'hui, j'estime avoir une double culture. Et l'Afrique, je la regarde différemment aujourd'hui de ce qu'elle était à l'époque. Heureusement, il y a des pays où ça se passe très bien. On a l'impression qu'ils s'en sortent, qu'ils essayent de faire des choses bien. Au Cameroun, ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais ça arrivera. Mais voilà, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de choses qui se passent et voilà, ça avance. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a une figure africaine qui vous inspire? Ah oui, bon. On va pas changer l'histoire. Hein. Je ne vais pas être forcément originale ou je vais parler de Mandela. C'est pas très original, mais je me souviens d'avoir lu un de ses textes qui m'a beaucoup marqué quand il parlait d'une citation où il parlait du sommet de la colline. Il dit, il s'est rendu compte qu'en arrivant au sommet de la colline, la seule chose qu'on découvre, c'est qu'il y a encore beaucoup d'autres collines à gravir. Oui. Voilà, c'est ça, le symbole de tout ce qu'on a à faire finalement. On arrive à un but, mais ça nous ouvre d'autres perspectives. C'est toujours en perpétuel mouvement. Voilà. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Jamais. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire. D'accord. Très belle citation, du coup. Oui, ben oui. C'est Mandela. Exactement. Très bien. Donc pour conclure notre interview, notre échange, notre discussion, j'aimerais vous poser la question toute simple. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez, quel est le message que vous souhaiterez passer, pas forcément aux jeunes, enfin le message que vous aimeriez passer à ceux qui vous écoutent? Alors, je ne vais pas faire la philosophe que je ne suis pas, mais je pense que le monde actuel est grand ouvert. On a la possibilité d'être qui on veut être. Donc, rester ouvert, rester soi-même et surtout travailler pour atteindre ses objectifs. On peut tomber, on peut échouer, c'est humain, mais voilà, il faut savoir se relever, pouvoir se relever, s'appuyer sur des personnes qui vous semblent positives pour avancer. Voilà, il faut pas se décourager.
Il y a beaucoup de choses à faire, il ne faut pas se décourager. Et voilà, la vie est pleine de belles surprises également. Il ne faut pas se décourager, il faut bosser. Et pour l'Afrique, il y a beaucoup de travail, donc tout le monde est appelé à s'y mettre. À s'y mettre, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de travail. Chacun à son niveau. Oui, à chacun à son niveau. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Dr Alexinée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour un autre épisode de Tam Tam de Liberté. Merci, docteur.